Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, nous vous prions de patienter encore quelques minutes, le temps de permettre aux uns et aux autres de se connecter avant le début de notre réunion. Merci. Hi everyone. Bonjour encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous étions en train de dire que nous donnons juste le temps à quelques personnes de nous rejoindre avant le début de notre webinaire. Donc, il est également noté que ce webinaire sera en français et en anglais. Donc, nous vous prions de cliquer sur le bouton interprétation pour choisir votre langue. Nous allons débuter dans quelques minutes. OK. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre troisième CS Forum Malaria Civil Society COVID Talk de l'année 2024. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce jour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer notre webinaire de ce jour. Mais avant de débuter, nous allons commencer par quelques règles pour que notre webinaire se passe dans de bonnes conditions. Donc, déjà, il faut noter que le webinaire sera bilingue, donc en français et en anglais. Nous vous prions de cliquer sur le bouton interprétation pour choisir la langue de votre choix, soit l'anglais, soit le français. Également, nous vous prions de garder votre micro fermé. Donc, avant de débuter également, je vais me présenter. Je suis Sorel Ngifo du secrétariat CS Formi depuis Yaoundé au Cameroun. Donc, cet événement, comme je le disais, sera simultanément en français et en anglais. Et avant de débuter également, nous allons vous présenter l'agenda de ce jour. Donc, pour l'agenda de ce jour, nous avons le mot d'ouverture qui sera donné par Madame Martine Moghem du secrétariat CS Formi et également le mot de clôture sera donné par Madame Martine Moghem. Le Cameroun de rôle par les communautés. C'est encore un honneur, un privilège. Séance du Coffee Talk de notre Malaria Civil Society, CS4Me Coalition. Comme nous le faisons d'habitude, ou alors comme nous l'avons fait les mois précédents, nous sommes là encore avec une unique pour nous en tant que de la société civile pour partager nos expériences. Cette fois-ci, c'est sur le rôle de la société civile dans le suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme. Nous allons, à partir des exemples ou alors des cas de nos différents pays que Sorel cité précédemment, notamment le Cameroun, le Ghana, le Niger et la Tanzanie, pourquoi pas, voir quels sont les défis et les bonnes pratiques de cette approche. Nous savons tous que le suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme, et pas seulement dans le paludisme, mais dans les autres maladies, que ce soit la TB et le VIH, sont vraiment la clé pour pouvoir prétendre aller vers l'élimination.
c'est également le moyen sûr par lequel on peut réellement identifier les besoins de la communauté et les résoudre au fur et à mesure. Nous savons également que dans notre contexte, ce suivi communautaire n'est pas souvent forcément très mis en avant, même dans les propositions que nous faisons à certains bailleurs de fonds, ou même parfois lorsque ce suivi est mis en avant, parfois pas financé, et les organisations de la société civile ou alors les autres organisations qui implémentent ceci se battent tant bien que mal pour mettre en œuvre cette approche. Donc, c'est l'occasion pour nous ici, vu notre contexte, vu cette difficulté parfois d'avoir les moyens de pouvoir implémenter cette approche, de voir comment est-ce que les autres qui le font et les challenges. Qu'est-ce qu'il faut même l'intérêt d'aller sur le terrain, faire ce suivi communautaire. Et je ne voudrais pas peut-être en dire plus, je préfère laisser directement la parole à Sorel et à toutes les personnes qui vont intervenir ce matin, de pouvoir dérouler avec nous ce qui se passe sur le terrain afin que nous puissions découvrir ensemble les réalités. Donc, sur ce, je nous souhaite à nous tous bon partage, bon échange d'expérience et on espère que d'ici la fin ou alors pour les prochaines sessions, lorsqu'on parlera de suivi communautaire, on aura certainement beaucoup plus de pays qui vont partager l'expérience. Donc, merci Sorel, merci à tous pour votre temps et pour votre dévouement lorsqu'il s'agit de nos activités, lorsqu'il s'agit de nos rencontres dans le cadre de la coalition. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci pour ce mot d'ouverture très riche. Nous avons pris, s'il vous plaît, permettez-moi de vous partager immédiatement mon écran avant que nous ne continuions avec la présentation. Merci beaucoup, Martine. Merci pour ce mot d'ouverture très enrichissant. Sans plus tarder, nous allons directement passer la parole à notre premier panéliste, Monsieur Daniel Ampon, pardon, qui est le Monitoring Evaluation Manager au Ghana et également membre de l'ONG Hope for Future Generation. Donc, c'est un membre très actif. C'est un membre très actif, pardon, au Ghana et qui touche du bout des doigts le suivi communautaire tous les jours. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement la parole à Monsieur Daniel. S'il vous plaît, Monsieur Daniel, vous avez la parole. Oh, thank you very much, Sorel, for the opportunity. So as mentioned, I'm Daniel Ampon from Hope for Future Generations in Ghana. This is a community-based organization that is involved in malaria, HIV, TB, and other interventions, all to the betterment of Hello, Mr. Daniel.
Yes, hello. Okay, it is okay. You have the floor, please. All right, thank you very much, Sorel. Okay, so my name is Daniel Ampong with Hope for Future Generations, a civil society organization who is also a member of the CS4Me group. So without much ado, I'll quickly move on to our presentation today and then take you through what HFFG's contribution has been in providing, implementing community-led monitoring activities within the country. All right, next slide, please. Okay, so HFFG is a civil society organization established in 2001 with a vision of seeing a nation free of discrimination where women, children, and young people have equal opportunity to develop their full potential. Our mission is to form partnerships that will facilitate and improve the health, education, and socioeconomic status of women, children, and young people through empowerment, rights-based approaches, innovative, acceptable, sustainable, and participatory strategies. Next slide. All right, so these are our core values. Next slide. We are currently working in 11 out of the 16 regions of Ghana. We have like offices, satellite offices in these areas. We have a staff strength of 61. We are currently the conveners of SDG Goal 5 and 6, 5 which focuses on gender equality, and 6 which focuses on clean water and sanitation. Next slide. Okay, so these are our focus areas. All right, let's move on. All right, so community-led monitoring. I mean, the discussion has come up a couple of times. So community-led monitoring basically is a cyclical process in which people affected by health inequalities, particularly HIV, TB, and malaria, systematically monitor services, analyze the data they collect from the monitoring they do, and conduct evidence-driven advocacy to improve service delivery, generate solutions, and create an enabling environment for their well-being. So the focus is on the community. So it is the community members themselves coming together to identify the challenges within their health delivery systems and look for ways of solving these challenges they identify. So community-led monitoring is participatory. So all the members are involved in the activity, analyzing and using data which involves communities themselves. So the data they themselves collect about next slide. All right. So the emphasis of community-led monitoring that Hope for Future Generations is implementing is on the community. So we have captioned ours the community-based monitoring and feedback mechanism. So the core principle of this is community system strengthening. That is improving on the quality, accessibility, and availability of health services within the communities. So it is, three components, but our focus is on the community. So we have the health system strengthening, we have the NGOs and civil community-based organizations aspect, and the community aspect. So the emphasis is laid on the development,
the developmental spirit of the fact-finding and learning lessons for improvements rather than fault finding. So the community members are just doing this community-based monitoring and feedback mechanism to get facts to help improve their health outcomes and not really looking for areas to identify faults and call them out. So it's more fact finding rather than fault finding. Let's move on. All right. So there are two main goals. One is monitoring of health services, and the other is monitoring of the local conditions. Monitoring of health services involves community members monitoring the flow of health services and resources in terms of their availability, one, their accessibility, two, and the quality standards by which identifying and documenting gaps and discrepancies in the service provision, and through appropriate mechanisms, provide data to service providers to make informed decisions about these gaps that they've identified. So basically, the community members themselves assess whatever services they are receiving from their healthcare providers within the communities and weigh them based on the three main categories we've mentioned, that is the availability, accessibility, and then quality standards. Then they provide feedback to the healthcare providers on how they feel or they believe the services. Allô? Oui, monsieur Moussa, nous vous prions d'ouvrir votre micro parce que nous ne vous entendons pas. Ou c'est un souci de connexion. Apparemment, votre micro est ouvert, mais nous ne vous entendons pas. S'il vous plaît, nous vous prions de vous rapprocher de votre micro afin d'être plus audible. Allô, monsieur Arou, nous ne vous écoutons toujours pas. Nous vous suggérons de fermer votre caméra, peut-être pour une meilleure connexion Internet. En attendant que ce problème soit résolu, nous vous suggérons également de continuer à envoyer vos questions dans le Q&R et nous nous attellerons à répondre à ces différentes questions. Monsieur, pardon. D'accord. Allô, monsieur Arou? Allô? OK. En attendant, nous voulons savoir si il y a des participants qui ont des questions à la suite de la présentation de Daniel sur son suivi communautaire. Si vous avez des questions, nous vous prions de les poser, soit directement dans le chat, soit vous levez la main et nous allons vous donner la parole en attendant que M. Harou puisse résoudre son problème.
Oui, Monsieur Boubacar. Babacar Thiam, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Sorel. Merci à tous les collègues. Merci également à SASFOMI, comme d'habitude, de prendre ces genres d'initiatives. Je n'ai pas de questions spécifiques à poser à comment il s'appelle encore, celui qui a fait la présentation. Excusez-moi. Daniel? Daniel, Oui. voilà, merci beaucoup, Daniel. Thank you, Daniel, for your presentation. I have not a question for you, but I just like to make a contribution, you know. Donc, la contribution ici, c'est par rapport au CLM. De plus en plus, les organisations de la société civile doivent s'intéresser à cet outil, qui est un outil très important, qui permet vraiment d'améliorer l'accès aux services de santé, mais également aussi donner les moyens d'apprécier, donner les moyens aux communautés d'apprécier la qualité des services. Et je crois que cette approche de redevabilité permet aux décideurs de mieux réajuster les politiques publiques qui sont orientées vers les communautés. Et dans ce sens-là, je voulais aussi ajouter, au niveau du Sénégal, ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on met en œuvre le CLM dans des sites pilotes. Et on a vu avec la phase 1, qui a fait l'objet d'une évaluation, la phase 2, une évaluation, et la phase 3, qui est en cours de préparation. Les deux phases combinées nous ont permis aujourd'hui et aux autorités de mieux comprendre l'intérêt de mettre en œuvre le CLM au niveau du pays. C'est valable pour le palu, la lutte contre le palu, c'est valable pour la tuberculose, c'est valable pour le VIH-Sida. Et au niveau du Sénégal, nous avons fait un CLM intégré. Ce n'est pas un CLM qui est spécifique à une maladie, mais un CLM, un suivi dirigé qui est orienté vers les 3 maladies en prenant en compte de façon transversale les questions de droits humains, les questions de genre. Et je pense que vraiment, ce modèle qui a été expérimenté est en train de produire des effets aujourd'hui. On est en train d'identifier des effets positifs en termes d'amélioration des services de santé au profit des populations. Donc, je voulais me limiter sur ce, pour vraiment remercier encore une fois SASFOMI, mais également d'encourager cette initiative et de tout faire pour qu'on ait assez de ressources. Parce que le CLM, je pense que Daniel ne l'a pas suffisamment souligné, ça mobilise beaucoup de ressources pour le financement. L'autre aspect, c'est par rapport vraiment au plaidoyer qu'il faut mener auprès des décideurs pour vraiment changer la donne, la situation. Et je pense que ça, souvent, c'est le maillon faible de CLM que je connais, que ce soit au Sénégal et peut-être aussi d'autres pays. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Babacar, pour cette intervention. C'est toujours un honneur de vous avoir parmi nous et vraiment de profiter de cette riche expérience que vous avez dans le domaine du paludisme et également du VIH même et de la tuberculose. Nous vous remercions énormément pour ce partage d'expérience. Sans plus tarder, nous allons repasser la parole à Monsieur Arou, tout en espérant Bonjour, bonjour Sorel. Oui, bonjour. Sorel. Je suis passé sur mon téléphone pour que je puisse faire la présentation. C'est avec la connexion avec les portables de l'ordinateur, j'ai un petit souci. Donc, je D'accord. pense que je vais la faire à travers mon... Mais vous pouvez directement défiler sur l'écran. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Je coupe à mon niveau les sons du portable. Donc, on peut aller. Monsieur. Oui, Donc, c'est bon. voilà la présentation du Niger qui sera faite par moi-même. Et nous avons d'abord les défis en matière
du suivi dirigés par la communauté aujourd'hui au Niger qui sont vraiment au nombre de 3 grands défis. Et je ne voudrais pas perdre trop de temps, Sorel, parce qu'on en a déjà perdu avec la connexion. Et donc, il y a le problématique de la mise en place d'un système de suivi. Donc, voilà, on peut aller. Sorel? Oui, Monsieur Harou. On continue, donc voilà, les problèmes qu'on a avec la mise en place d'un système de suivi communautaire dirigé par la communauté, donc au niveau du pays, et d'une façon vraiment correcte et régulière pour l'utilisation des MELDA, comme nous le constatons. Il y a également la mise en place d'un système de suivi communautaire de la prise de la deuxième, troisième dose d'AQSP par les enfants lors des CPS, lors des campagnes CPS. Et il y a l'harmonisation même et la standardisation de données collectées dans les cas de lutte contre les paludisme. Et donc, pour ce qui est des bonnes pratiques, nous avons une multitude de bonnes pratiques, mais j'ai choisi vraiment l'une qui a été expérimentée cette année lors du suivi dirigé par la communauté, la brigade des veilles communautaires mise en place par les leaders communautaires, donc les leaders traditionnels et les leaders religieux lors de la campagne MELDA, et qui a permis vraiment d'avoir un respect beaucoup plus du genre également de l'équité dans la distribution. Et ce processus a été enclenché d'abord avec un briefing au niveau régional. Ça, c'est dans les régions de Dosso et de Tawa au Niger, où les leaders ont été renforcés sur le CLMM d'une manière globale. Je vous rappelle que la stratégie, l'ONGS a élaboré une stratégie CLM qui a été vraiment partagée avec tous les acteurs. Et également, on a renforcé les capacités des leaders choisis avec lesquels nous travaillons actuellement sur le terrain. Et également, au niveau de chaque aire de santé, au niveau des communautés, nous avions tenu la même séance de briefing et de renforcement des capacités des leaders communautaires, que ce soit des leaders religieux, des leaders des femmes et également des leaders qui sont ici des associations et organisations religieuses, que ce soit des imams et des pasteurs. La deuxième bonne pratique, vraiment, c'est l'implication de groupements féminins spécifiquement dans la prise de la deuxième et troisième dose. Et c'est là les leaders des femmes ici, vraiment de groupements féminins avec lesquels nous travaillons, sur la prise de la deuxième dose et troisième dose lors des campagnes CPS à travers vraiment les visites à domicile qui sont effectuées et qui a permis aujourd'hui, dans les localités où nous intervenons, d'avoir une couverture environ 92% dans les premiers au quatrième passage, c'est-à-dire les enfants qui ont réellement reçu au premier passage, au deuxième passage, au troisième passage et au quatrième passage, les 4 doses, les 3 doses régulières. Donc, nous sommes sortis avec un niveau de 92%. Alors que la prévision au niveau national était de 85%. Ce qui est vraiment aussi un grand challenge. Pour nous, on a vraiment accompagné ces femmes-là. Nous avions été avec eux sur le terrain en train de les superviser également maison par maison, porte à porte, domicile par domicile. Ils ont effectué la prise. Ils ont supervisé la deuxième et la troisième prise à partir donc de la deuxième journée. D'une manière globale, l'ONG Escabi travaille aujourd'hui dans la mise en place par la communauté dans les régions de Dosso et Tawa, dans 25 CSI, dans 25 aires de santé, donc des CSI, également des districts sanitaires avec des régionales, des hôpitaux régionaux et puis des hôpitaux de district. Oui, allô? Sorel? Oui, Monsieur Harou. Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Allô, Sorel? Oui, Monsieur Harou, nous vous entendons très bien. Allô? Monsieur Harou, nous vous entendons. Vous me recevez? Très, très bien. 5 sur 5.
Ok, voilà. Et les grands défis vraiment. Ok, et voilà vraiment les deux bonnes pratiques et qui sont vraiment au niveau de l'évaluation, au niveau de ces deux régions, parce que nous entendons l'évaluation nationale qui interviendra dans l'année 2025 précisément, à partir du mois de février ou bien de janvier. Mais nous avions reçu, quand on a présenté les résultats, nous avions été félicités par les deux directeurs régionaux et les deux gouverneurs de ces deux régions. Et c'est une activité, certes, difficile parce que dans la saison pluvieuse au Niger, vous savez, dans les régions, nous traversons vraiment des zones très difficiles d'accès en termes d'accessibilité physique et en termes aussi même d'accès lié à la question de sécurité parce qu'il y a quelques poches dans lesquelles nous intervenons qui sont vraiment des zones d'insécurité. Et globalement, voilà ce qui a été fait au Niger. C'est la première année. Vous savez qu'il y a dans d'autres localités du pays où vraiment il y a un système qui est beaucoup plus intégré, qui est fait par l'OCAS. Mais nous avons choisi d'aller dans les suivis dirigés par la communauté, dans le domaine vraiment de lutte contre les paludisme, spécifiquement dans ces deux régions. C'est une première expérimentation et cette expérimentation nous a permis vraiment d'avoir des résultats très probants et nous continuons au bout de la deuxième année, mettre à l'échelle, aller vraiment à une échelle beaucoup plus large qui va nous permettre maintenant de couvrir presque la totalité des CSI de plusieurs districts, des 5 districts précisément, pour expérimenter ça maintenant, pour mettre ça à l'échelle et avoir vraiment les résultats. Parce qu'on a constaté qu'à chaque fois au Niger, la CPS, les taux sont là. Mais la qualité de données laisse à désirer. Nous avons des données qui sont le plus souvent vraiment de très mauvaise qualité. Et ça, c'est pas seulement au Niger, vraiment, c'est d'une manière globale. Quand vous regardez la conduite des campagnes de masse, souvent, c'est fait avec des biais. Et également, au niveau communautaire, vous savez, les communautés, souvent, les femmes, les mères gardiennes d'enfants, elles n'accordent pas trop d'importance, souvent par négligence, souvent par oubli, tout ça là. Mais cette activité, c'est des activités que nous avions fait, le monitoring et également le suivi dirigé par la communauté, nous a permis vraiment d'avoir des résultats très probants et nous continuons à les mettre à l'échelle l'année prochaine, donc je parle de l'année 2025. Donc voilà globalement ce que j'ai à partager parce que j'ai voulu vraiment économiser pour ne pas aller trop dans les détails même du CLM, j'ai voulu vraiment me focaliser sur les défis et également les bonnes pratiques. Voilà les deux bonnes pratiques et également les défis. Nous avons actuellement au Niger 3 grands défis qui nous limitent aujourd'hui en termes de mise en place des systèmes de suivi dirigés par la communauté. Et ces 3 grands défis, à résumer, c'est la mise en place d'un système de suivi communautaire de l'utilisation correcte et régulière des MILDA par la communauté. Et ça aussi, c'est parti d'un constat sur le terrain parce que nous avions fait beaucoup de dialogues communautaires. On a fait au moins une trentaine de dialogues communautaires au niveau vraiment de la base pour avoir les défis en matière de santé, les défis en matière de lutte contre le paludisme. Et ça, c'est révélé et vraiment, c'est un défi aujourd'hui pour nous. Et puis, la mise en place d'un système de suivi communautaire de la prise de deuxième et troisième dose, ça, déjà, nous sommes en train d'amorcer ça parce que cette année, on l'a expérimenté et que nous allons continuer. Maintenant, la deuxième, c'est l'harmonisation. L'harmonisation vraiment de données collectées. Si on peut avoir une harmonisation, que ce soit au niveau de la sous-région ou bien au niveau même du pays, parce qu'au niveau du pays, il y a OCAS aussi qui fait ça, mais ça, c'est d'une manière intégrée pour les 3 maladies, mais les données qu'ils collectent ne sont pas les mêmes que ceux que nous collectons, parce que c'est tout à fait normal, là-bas, c'est globalisant, mais là, ici, c'est beaucoup plus spécifique. Voilà ce que j'ai à dire, Sorel, si on peut aller. Donc, je vous remercie. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Peut-être s'il y a des questions et des contributions, nous sommes vraiment disponibles. Merci. Sorel? Merci beaucoup, M. Harou, pour la présentation. Oui, M. Harou, merci pour cette présentation. Nous vous remercions énormément
malgré les soucis de connexion que vous avez eu, vous avez quand même fait l'effort et tenu vraiment à faire votre présentation. Nous vous remercions. OK. Déjà, pour les bonnes pratiques du Niger, les bonnes pratiques sont très claires et nous avons vraiment vu l'implication, l'importance Je vous en prie, d'impliquer. merci. Oui, d'accord. Nous avons vu l'importance d'impliquer les leaders communautaires dans la veille communautaire. Donc, c'est vraiment une très bonne pratique. Et également, lors des campagnes CPS, l'importance d'impliquer les femmes pour le suivi des doses. Lors de la campagne, on s'est rendu compte que ça augmente quand même le taux de prise de ces CPS de 92%. 92%, c'est pas petit, c'est énorme. Donc, nous sommes vraiment ravis et on se rend compte que le suivi communautaire, c'est une action vraiment qui doit être au cœur des pratiques dans la société civile afin de pouvoir contribuer à réduire davantage la mortalité et la morbidité des cas de paludisme et bien d'autres maladies dans les populations. Donc, nous allons passer maintenant à la première phase des discussions et échanges où nous allons donner la possibilité à tout le monde de pouvoir ouvrir son micro en prenant la parole, bien sûr, en levant la main. Et nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole, soit pour une question ou une contribution. Je regarde. C'est vrai que la présentation de Daniel et de M. Arou était très claire, mais nous voulons savoir quand même s'il y a eu si ces présentations ont suscité des questions, des interrogations, ou plutôt s'il y a des personnes qui aimeraient partager également leur expérience en quelques minutes sur le suivi communautaire dans leur pays. Allô? Oui, oui, Monsieur Babaka, vous avez la parole. Ok, merci Sorel. Merci à Moussa Arou, cette belle expérience qu'elle nous a fait partager concernant le suivi communautaire le suivi dirigé par les communautés, excusez-moi. Je voulais simplement lui demander s'ils ont des indicateurs précis, parce que je vois l'utilisation de la 3e dose. Vous voyez, ça peut être un indicateur. Et est-ce que vraiment de façon chiffrée, vous avez des indicateurs que vous voulez, en tout cas sur lesquels vous travaillez, et concernant le pays? Parce que le pays, que ce soit PALU ou TB ou VIH, a des indicateurs précis. Et en réalité, le suivi dirigé doit venir pour voir un peu la qualité donc, de ces services, la qualité donc, de ces indicateurs. Le suivi dirigé ne met pas l'accent particulier sur des indicateurs programmatiques, mais c'est plutôt apprécier la qualité, la disponibilité, l'accessibilité, mais également aussi les questions de droits humains, les questions de genre. Fondamentalement, c'est ça qui intéresse le comité. L'autre élément, c'est par rapport à l'implication
des communautés. Véritablement, le CLM, c'est les communautés. Ça peut être des usagers des services de palu, comme aussi les usagers des services de lutte contre le VIH, les usagers contre de lutte contre la tuberculose. Mais fondamentalement, quelle que soit la maladie, il faut mettre les communautés affectées ou infectées au cœur donc de ce plan. Parce que c'est ça qui donne tout le sens du CLM. D'ailleurs, c'est l'appellation, le suivi dirigé ou le suivi mené par des communautés. Donc, les communautés doivent être des parties prenantes. Maintenant, les autres types d'acteurs doivent être là pour assurer l'assistance technique, l'encadrement, vraiment tout ce la coordination, la gestion, jusqu'à à la validation des données. Donc, et l'autre étape, c'est la dissémination. Daniel l'a souligné, la dissémination avec les décideurs est hyper important parce que ça offre une possibilité ensemble avec les différents décideurs d'apprécier les résultats et de les valider, mais surtout leur inciter à pouvoir prendre des décisions fermes en termes de changement à opérer par rapport aux 3 maladies. Donc, je crois que en tout cas au Sénégal ici, c'est le modèle qu'on a imprimé et qui continue d'être imprimé. On est allé plus loin aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un portage unique, un guichet unique. Ça veut dire quoi? Quel que soit le CLM qui va être mis en œuvre aujourd'hui au pays ici, on n'a qu'une seule organisation où nous faisons la dissémination. Et on essaie d'avoir un agenda national de dissémination. C'est-à-dire, si le CSV a fait le comité de suivi de veille et d'alerte pour le financement de la santé dont j'appartiens, fait le CLM, donc il doit avoir un seul groupe consultatif à qui on doit rendre. OCAS aussi fait la même chose. L'ANSES aujourd'hui qui est en train d'implémenter le CLM va faire la même chose. Ce qui veut dire que les points soulignés par CSVA et OCAS avec plan et l'ANSES ainsi de suite doivent être considérés stratégiquement par les décideurs pour apporter des solutions structurelles par rapport à ça. Et c'est ça qui va donner plus d'impact que chaque organisation ait son propre groupe consultatif et à qui il va rendre compte. Et peut-être que ça va faire un peu de flou et on ne saura pas vraiment à quel bout il faut prendre. Donc voilà un peu. C'est le modèle que nous sommes en train d'imprimer. Je ne dis pas forcément c'est le meilleur modèle, mais nous estimons qu'aujourd'hui, avec 3 générations d'expérimentation, on est parvenu à se dire que vraiment, il faut qu'il y ait cette harmonisation en termes de reportage pour la dissémination et l'appel à l'action pour une meilleure décision concernant donc les 3 maladies. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Babacar, pour votre intervention. Nous avons retenu également beaucoup de choses. Oui, allô, Sorel? Oui, et il y a également, M. David Adama dans le chat qui a posé la question pour savoir les responsables qui ont collecté les données durant ce suivi communautaire. OK. Donc, je peux aller pour répondre directement à la question de Tiam. Sorel? Oui, allô? J'ai dit, je peux aller pour répondre aux questions de Babacar Tiam. Oui. Donc, voilà, par rapport aux questions des indicateurs. Donc, les indicateurs, pour nous, c'est atteindre au moins, parce que c'est les indicateurs du pays, 85% de taux de couverture et par rapport à la CPS. Et
par rapport maintenant à la prise de dose, c'est ça qui est visé. Mais dans les zones où nous avions fait cette activité, et également dans les différentes aires de santé, il y a eu un monitorage indépendant qui a été conduit par les organisations communautaires à base communautaire, donc les OCB et les OSC locales, pour nous remonter les données. Et après l'évaluation, nous sommes arrivés à ce taux de 92%. Donc, nous avons largement dépassé l'indicateur vraiment qui était vraiment fixé à un taux de 85%. Par rapport maintenant à la question, quand vous regardez les campagnes MELDA souvent, le respect de l'équité et déjà pose un sérieux problème dans la plupart de nos communautés. Vous savez, les MELDA cette année au Niger, c'est une MELDA pour 2 personnes. Prenons une famille ou un foyer qui a 5 personnes, elle doit bénéficier au minimum de 3 moustiquaires. Mais il y a des situations où, dans les temps passés, vous allez voir cette famille-là, on leur donne 2 moustiquaires. Souvent, on donne même au milieu rural, dans les milieux vraiment communautaires, souvent, une milda pour un ménage. Et un ménage peut quand même constituer plus de 5, 6 personnes, 7 personnes. Au Niger, vraiment, ça peut aller jusqu'à 10 personnes, 12 personnes comme ça. Mais nous avons veillé à ce qu'il y ait l'équité et également la prise en compte du genre, parce que souvent, les femmes, quand elle est seule ou quand elle est une femme chef de ménage, généralement, les gens au niveau communautaire utilisent vraiment des aspects de discrimination pour léser ces ménages-là. Et nous avons veillé et nous avions utilisé les leaders religieux et les leaders traditionnels, les chefs des villages, les chefs des cantons, les imams et les pasteurs. Ce sont eux là que nous avions utilisés pour qu'on puisse vraiment rétablir cette équité et également l'équité de la distribution. Voilà. Maintenant, par rapport à la question également de dissémination, déjà les résultats ont été partagés lors des passages de l'évaluation régionale qu'on fait au niveau des passages CPS. On en a partagé. Mais il y a un deuxième niveau qui est un niveau de partage également national, où là, c'est lors de l'évaluation nationale de la campagne CPS 2024, on va partager ça avec tous les acteurs, parties prenantes dans le cadre de l'organisation des CPS. Également, nous allons retourner maintenant au niveau des communautés pour des questions de redevabilité aussi restituées dans les mêmes types de schémas. Vous savez, au début, on a fait la question des dialogues communautaires avec ces mêmes communautés pour identifier les défis. Et c'est la base de ça que nous avons implémenté, les suivis dirigés par la communauté. Maintenant, nous allons retourner aussi restituer à cette communauté. Également, reconvoquer les mêmes types de dialogues pour aussi identifier d'autres défis qui sont aussi plus larges. Parce que nous tendons à aller beaucoup plus sur des défis communautaires en matière de santé et qui sont identifiés par les communautés. Nous allons les prendre en charge pour aller maintenant poser nos actions. Et également, c'est la communauté, tout ce que nous sommes en train de, les leaders communautaires là, que ce soit les femmes, c'est les groupements féminins qui sont au niveau communautaire, c'est les leaders là, comprennent, c'est eux qui conduisent le processus. Et pour cela, on a fait vraiment des séances de briefing et des séances de coaching pour qu'elles puissent vraiment s'habituer, parce que c'est notre première expérience. Et nous allons aller pour mettre à l'échelle. Et nous sommes en train de faire un transfert de compétences à ces leaders communautaires pour que demain ou après-demain, qu'elles puissent aussi elles-mêmes expérimenter. Allez, voilà. Par rapport à la question des responsabilisations, ce n'est pas la question qui a été posée au niveau du chat chez Sorel. Oui, allô? Oui, il y a David Adam. Allô, Sorel? Oui, David Adam voulait connaître le processus de allô? collecte des données. Allô? Oui, Monsieur Haro, je vous écoute très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà le retour. Allô, Sorel?
Monsieur Arou, je vous écoute très bien. Je me rends compte que vous avez encore un souci de connexion et je vois Monsieur Kwotu qui a sa main levée. Nous allons lui donner la parole très rapidement en maxi 2 minutes pour qu'il pose sa question. Monsieur Kwotu, vous avez la parole. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à la grande famille. Je n'avais pas vraiment une question, mais je voudrais partager une petite expérience de nos activités que nous menons dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Est-ce que je peux? Vous pouvez le faire. Ok, grand merci. Déjà, nous travaillons au Cameroun, dans la région de l'Ouest, dans un petit district de santé qu'on appelle Fumbot. Et nous, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, nous travaillons dans un package d'activités que nous appelons des activités approche une seule santé. C'est-à-dire ici, nous travaillons sur les zoonoses, les maladies causées chez l'homme par les animaux. Et ici, le paludisme est causé par les moustiques, dont nous les assimilons aux animaux. Et dans le cadre de nos activités sur le terrain, déjà, nous travaillons avec les agents de santé communautaire qui sont à la base formés. Et lorsqu'ils sont formés, ils ont des activités de promotion préventive et des activités de promotion curative sur le terrain. Pour ce qui est des activités préventives, ils ont des causeries qui mènent tous les mois dans, dans toutes les communautés. Ils ont les causeries éducatives sur les thématiques liées à la lutte contre le paludisme et bien d'autres maladies dans les communautés. Et tout ceci tous les mois. Et à la fin du mois, nous avons une réunion de validation qui nous permet de valider les données des activités, des actions qu'ils ont menées en communauté. Et au bout de chaque trimestre, nous avons ce qu'on appelle les réunions task force communautaire. C'est un peu les réunions de coordination au niveau de la communauté qui ici associent les chefs des aires, qui associent les agents de santé communautaire, qui associent les leaders communautaires qui sont les chefs de village, les pasteurs, les leaders communautaires. Ça, c'est un peu impliqué directement la communauté dans la mise en œuvre de cette activité. Donc, au cours de cette activité, qui est une activité phare, on essaie de s'asseoir ensemble et mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action communautaire. Ici, dans l'élaboration de ce plan d'action communautaire, c'est tout le monde qui contribue. L'agent de santé communautaire relève ici tous les problèmes de santé qu'il rencontre la communauté, le chef de l'aire, le chef du village. Et ensemble, on essaie de s'asseoir et faire ce qu'on appelle une priorisation des problèmes. On choisit les problèmes prioritaires. On organise des actions à l'encontre. Allô, Monsieur Koto? Allô, Monsieur Koto, nous vous avons perdu. Ah, ok, désolé, j'avais désactivé mon micro. Est-ce que vous me suivez maintenant? Oui, très bien. Ok, je vous remercie. Donc, au cours de la réunion de ta force communautaire, c'est une coordination au niveau de chaque aire. Ici, le chef de l'aire va apporter tous les problèmes qu'il a rencontrés au cours des 3 derniers mois. L'ASC, le chef du village, les responsables, les leaders d'opinion, les leaders d'association. Et lorsque ces problèmes sont mis sur la table, on essaie de voir les problèmes prioritaires. Lorsqu'on choisit les problèmes prioritaires, on essaie maintenant d'engager des actions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir résoudre ces problèmes au cours de 3 prochains mois. Et lorsqu'on a engagé, on a cité des actions, on essaie maintenant de repartir les responsabilités. Qui va faire quoi?
pendant les 3 prochains mois. Et lorsque ceci est fait, on essaie maintenant on jette tout le monde à l'eau pour les 3 mois à venir et on se donne rendez-vous dans 3 mois. Et c'est dans 3 mois qu'on va mettre de côté les problèmes qui ont trouvé des solutions. Les problèmes qui n'ont pas trouvé de solutions, on les réoriente dans le plan d'action communautaire et on introduit les nouveaux problèmes, les nouveaux problèmes qu'on a encore dénichés dans les communautés. Ça, c'est pour permettre à la communauté d'être partie prenante dans les actions qui sont élaborées, qui sont mises en œuvre par le projet à leur bénéfice. Ça, c'est un peu ce que nous faisons sur le terrain. Il y a vraiment bien d'autres actions que nous menons avec les agents de santé communautaire, mais au bénéfice des communautés. Et on fait tout et tout pour que les communautés soient partie prenante de ces activités, de ces actions. Ça, c'est un peu grosso modo ce que je peux apporter comme contribution dans le cadre de cette grande réunion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kouoto, pour ce partage d'expérience très riche. Et c'est vraiment une très bonne pratique à copier. Nous vous remercions énormément pour cela. Et compte tenu du temps qui nous tient déjà à la gorge, je vais directement passer la parole à Monsieur Fidèle Bemadoum pour qu'il présente le CLM implémenté par Équité Accès PALU depuis le Cameroun. Merci. S'il te plaît, Fidèle, à toi la parole. Ok, merci beaucoup, Sorel. J'espère qu'on m'entend très bien. Et je passe sur ma caméra pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok. Ok, merci de m'avoir passé la parole, Sorel. Je suis Fidèle Bemadoum. Je suis à Impact Santé Afrique, qui assure le secrétariat du réseau mondial CS Formé. C'est un véritable plaisir pour moi d'être invité comme panéliste. Généralement, je suis là souvent comme modérateur et aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter en quelques lignes un travail formidable mené par euh, ISA et ses partenaires dans le cadre d'un mécanisme CLM axé sur les populations vulnérables, plus précisément ces populations socialement vulnérables. Je vais expliquer pourquoi dans la suite. Ici, mise en œuvre dans le cadre d'une initiative Équité Accès PALU, qui est mise en œuvre, qui est implémentée au Cameroun. Sans plus tarder, je vais passer d'abord au plan de présentation, qui va se décliner en 3 points: contexte de justification, objectifs et méthodologie. Dans le domaine de du contexte de justification, je dirais tout d'abord que la mission principale du PNL, du Programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun, est de s'assurer que toutes les populations ont un accès universel et équitable aux interventions les plus efficaces en termes de prévention et de prise en charge du paludisme à un coût abordable, y compris les populations les plus vulnérables et les populations défavorisées. Donc, dans le plan stratégique mis en œuvre au Cameroun, toutes les populations doivent avoir un accès équitable à toutes les interventions mises en œuvre par le système de santé en place pour lutter efficacement contre le paludisme. Malheureusement, nous rencontrons des inégalités, comme c'est un peu le cas dans la lutte contre les autres maladies, dans l'accès aux soins et services de lutte contre le paludisme, et c'est surtout pour les populations socialement vulnérables. Quand on parle de populations socialement vulnérables, nous voyons ici des populations qui présentent certaines caractéristiques qui les diffèrent un peu des autres populations. On va revenir là-dessus avec des exemples plus concrets. Mais dans le cadre de cette initiative, on a voulu mettre l'accent sur ces populations qui ne sont pas toujours prises en compte de manière optimale dans la lutte contre le paludisme. Donc, c'est à cet effet que
dans le cadre de l'initiative Équité Accès Palu, il a été développé un CLM, Community-Led Monitoring, spécifiquement axé sur ces populations socialement vulnérables. Donc, ici, vraiment, l'objectif est de pouvoir identifier toutes les barrières liées à l'accès aux produits et services de lutte contre le paludisme auxquels font face ces populations. Et comme je disais plus haut, quelles sont ces populations sur lesquelles nous nous attardons dans le cadre de ce CLM? Pour cette initiative Équité Accès Palu, les populations vraiment ciblées ici sont les réfugiés, les personnes déplacées internes, les personnes handicapées, j'espère qu'on m'entend bien. Je reviens un peu sur ce qu'on entend dans le cadre de cette initiative des populations socialement vulnérables. Ici, on parle beaucoup plus de réfugiés, de personnes déplacées internes, de personnes handicapées, de populations autochtones, des orphelins. Et nous avons également voulu mettre l'accent sur les 2 groupes cibles reconnus dans tous nos plans stratégiques comme les populations les plus vulnérables, que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais dans le cadre de cette initiative, comme je disais, ces 2 groupes cibles sont sélectionnés au sein de ces groupes de populations socialement vulnérables. Donc, c'est vraiment ce qui est fait dans le cadre de celle mise en œuvre dans l'initiative Équité Accès Palu. Le mécanisme de CLM mis en œuvre dans le cadre de cette initiative est implémenté dans 4 districts de santé dans 3 régions Cameroun. Nous avons le district de santé de Doumé dans la région de l'Est Cameroun, le district de santé de Maroua et Mokolo dans la région de l'extrême nord et le district de santé de la Mifi dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc, les données de ce mécanisme CLM sont collectées, vérifiées et traitées mensuellement. Et je profite pour remercier les partenaires OS qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre de ces mécanismes, qui sont respectivement ASOPEV dans la région de l'Ouest, dans la région de l'Est, la Fondation Mouge dans la région de l'Ouest, on peut couper le micro. S'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro pour la personne qui parle là. Merci. Comme je disais, les partenaires OS qui implémentent le CLM dans les 4 de santé cités plus haut sont ASOPEV à l'Est, dont à Doumé, Cadelco à Maroua 3, Agred MT à Mokolo et Fondation Mouge dans la Mifi, qui sont des OS membres de CSOMI. Donc, les résultats des analyses sont également produits trimestriellement pour être exploités au cadre d'un plaidoyer en faveur de ces populations socialement vulnérables. Donc, chaque mois, nous collectons des données avec l'appui de ces partenaires OS sur le terrain. Nous les vérifions, nous les traitons et les données traitées sont maintenant analysées et sont produits sous forme de rapports trimestriels qui servent d'évidence de plaidoyer afin de pouvoir aider les populations socialement vulnérables à mieux agir ou bien à mieux utiliser les services, les produits et services de lutte contre le paludisme au minimum dans les districts de santé ciblés par ces mécanismes-ci. Les objectifs de ce CLM sont les suivants. Donc, ici, nous parlons en termes d'objectifs de ce mécanisme mis en place. Donc, il s'agit de recueillir les données liées à la disponibilité et à l'expérience des populations socialement vulnérables vis-à-vis des services et produits de lutte contre le paludisme au niveau des formations sanitaires, des communautés et des districts de santé de l'initiative, et renforcer les actions de plaidoyer à tous les niveaux grâce à des évidences pour la prise en compte des besoins de ces communautés afin d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des services de lutte contre le paludisme auprès de ces populations. Donc, voilà ce que nous visons concrètement à travers ces mécanismes mis en place dans 4 districts de santé sur 3 régions au Cameroun. En termes de méthodologie, ici, nous avons juste voulu brosser de manière sommaire ce que nous avons mis en place dans le cadre de ce mécanisme ici. De manière concrète,
Donc, chaque mois, comme on l'a dit plus tôt, on a des collectes de données face à face grâce à 3 outils développés dans le cadre de ce mécanisme. Un questionnaire pour les femmes, un questionnaire pour les hommes et une grille d'observation qui prend également en compte des données sur les AFC. Et les données sont collectées sur des indicateurs couvrant la lutte antivectorielle, la chimio-prévention, la prise en charge des cas en communauté, la communication sur le changement social et comportemental, c'est les maladies les plus récurrentes en communauté, la récurrence des maladies en communauté. Et l'échantillon est constitué essentiellement des ménages, des personnes socialement vulnérables. Pour le micro de la personne qui parle là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas la parole, nous vous prions de couper votre micro. Merci. Ici, dans cette table, nous avons voulu résumer tout ce qu'on a dit précédemment. Nous avons 3 régions dans lesquelles nous agissons, 4 districts de santé. Donc, on a voulu faire un CLM associé à des populations bien spécifiques, typiques aux districts ciblés. À l'est, nous avons le district de santé de Doumé, où nous travaillons essentiellement avec les populations autochtones. Ici, au Cameroun, ces populations autochtones avec lesquelles nous travaillons, on les appelle de manière assez commune des pygmées, même comme il y a un nom plus usuel aujourd'hui. Et le deuxième cible à ce niveau-là de ce district, c'est les personnes handicapées. Dans la région de l'Ouest, nous travaillons essentiellement avec les personnes déplacées internes qui ont dû quitter leur résidence d'origine vers un lieu plus sûr à cause de certains conflits, ainsi qu'avec les orphelins. Dans le centre de Maroua 3, nous travaillons avec les personnes handicapées et les personnes déplacées internes. Et à Mokolo, nous travaillons avec les réfugiés et les orphelins. Comme on l'a dit plus tôt, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont recrutés au sein de ces différentes populations cibles. Dans les enfants de moins de 5 ans, on administre le questionnaire auprès du responsable de ces enfants-là. Pour la femme enceinte, elle est directement interviewée afin de collecter les données pour une appréciation des produits et services de lutte contre le paludisme auxquels elle fait face au quotidien dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Sur cette slide, pour finir, j'ai voulu un peu résumer en quelques photos tout le cheminement que nous avons eu à utiliser ou à mettre en pour le mécanisme ciel. La première photo de gauche, si vous regardez à votre gauche, cette photo-ci était un atelier où nous avons réuni des partenaires qui mettent en œuvre déjà un mécanisme CLM, soit pour le paludisme, soit pour les 3 maladies au niveau du Cameroun. Et nous avons voulu échanger sur qu'est-ce qui est fait concrètement en termes de mise en œuvre, en termes d'implémentation de ces mécanismes. Quels sont les gaps identifiés et comment est-ce qu'on peut mieux adresser ces gaps-là. C'est à l'issue de cet atelier qu'on a pu développer une stratégie concrète pour savoir comment mettre en œuvre ce mécanisme adressé aux personnes socialement vulnérables. C'est le cas de la photo numéro 2 plus haut, où on a appelé des acteurs de la société civile, des responsables, des officiels du programme national contre le paludisme, des officiels de certains ministères travaillant avec les personnes socialement vulnérables. Ici au Cameroun, on appelle le ministère des Affaires sociales. On a également appelé d'autres partenaires techniques et financiers qui assurent la mise en œuvre des activités communautaires de lutte contre le paludisme au Cameroun. La photo de droite, à l'extrémité droite, c'est une photo où on faisait la formation, on présentait de manière officielle et formait les partenaires OSC présents sur le terrain pour mettre en œuvre ces mécanismes. Donc ici, nous étions dans le centre de Maroua 3 où on échangeait avec les parties prenantes dans concrètement. C'est un nouveau mécanisme qui est mis en œuvre dans le cadre de cette initiative. Donc, nous venons à peine sur
les bonnes pratiques à l'issue de la collecte de données, parce que nous sommes encore dans la phase de démarrage de la collecte de données au Cameroun. Nous sommes seulement à 3 mois de collecte de données, donc d'ici peu, on aura le premier rapport d'analyse des données collectées à l'issue des 3 premiers mois de cette opération sur le terrain. Donc, de la gauche vers la droite, nous avons un agent de collecte de données du côté de la MIFI. Au centre, nous avons du côté de l'Est et à l'extrême, à la droite, nous avons du côté de l'extrême nord. Donc, ici, nous avons vraiment des personnes cibles du mécanisme mis en œuvre dans le cadre d'équité accès PALU. Nous espérons d'ici peu pouvoir partager avec vous d'autres bonnes pratiques qui ont été observées à l'issue des données collectées, à l'issue de la mise en œuvre de ces mécanismes. Mais à ce jour, j'aimerais dire que nous avons été agréablement heureux et de pouvoir compter sur la participation, pleine participation de toutes les parties prenantes afin de développer ces mécanismes. Donc, si nous voulons partager une bonne pratique à ce jour dans le cadre de ce mécanisme CLM, c'est de pouvoir se rassurer, comme dit mes prédécesseurs, ceux qui ont pris la parole avant moi, que toutes les parties prenantes soient concrètement interpellées, soient concrètement mises à contribution pour se rassurer de mettre sur pied un mécanisme solide. Quand je parle de toutes les parties prenantes, ça vient de la base, du niveau communautaire jusqu'au niveau central. Donc ici, je n'ai pas peut-être mis des photos des acteurs au niveau communautaire, mais nous avons vraiment pu échanger avec le maximum d'acteurs possibles afin de renforcer ces mécanismes et pouvoir collecter des données sur des indicateurs solides qui nous permettront d'améliorer, nous espérons, à l'issue d'un plaidoyer, les besoins rencontrés par les populations socialement vulnérables, spécifiquement dans les cadres de santé ciblés par cette initiative. Donc, à côté, nous continuons avec ce mécanisme et nous espérons pouvoir vous présenter d'ici peu d'autres résultats plus concrets du plaidoyer mené. Parce que si on ne peut pas collecter les données pour ne rien faire avec, on collecte les données pour pouvoir les utiliser et présenter et faire du plaidoyer pour un réel changement dans la manière de lutter contre le paludisme et pour les populations socialement vulnérables. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Fidèle. Merci beaucoup, Fidèle, pour la présentation. Donc, nous notons déjà que ce CLM implémenté par l'initiative Équité Accès PALU, c'est un CLM qui date de 3 mois. Du coup, les résultats concrets, les bonnes pratiques sont encore en cours d'analyse. Nous te remercions pour cette présentation. Le mécanisme déjà de collecte des données est très clair et on a noté également que pour ce CLM qui est implémenté par l'initiative, il y a 4 OSC qui sont des maillons pour cette initiative, à l'instar de Ageret MT à l'extrême nord, Cadelco également à l'extrême nord, Azopev à l'est et Fondation Moche dans la région de l'ouest. Sans plus tarder, nous allons passer à la suite de cette réunion où nous allons donner la possibilité encore aux participants de prendre la parole pour poser des questions ou également pour continuer à partager leurs expériences dans le suivi dirigé par les communautés, comme l'a fait tout à l'heure M. Koto et M. Babaka Thiam. S'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Je prie cette personne de juste lever la main et nous allons vous donner la permission pour ouvrir votre micro. Merci.
Je ne sais pas si il y a des questions dans le chat. C'est vrai que les différentes présentations étaient très claires, notamment la présentation de Daniel, ensuite la présentation de M. Haro et pour terminer, il y a eu la présentation de Fidèle. Toutes les différentes présentations sur le suivi dirigé par les communautés étaient très claires. Oui, je vois encore la main de M. Koto qui est levée. Oui, M. Koto, vous avez encore la parole. Ok, merci Sorel. Je reviens vers vous. J'ai été très impressionné par la présentation de Monsieur Fidel Bamendoum, Bemandoum. J'ai bien prononcé, il m'excuse. Et nous, dans la région de l'Ouest, nous sommes dans le département du Nord et un peu reculé des autres départements. Et l'EEC qui implémente le projet dans la région de l'Ouest est un fidèle partenaire depuis des dizaines d'années. Et nous, on voudrait savoir si vous pouvez étendre vos activités dans notre département ou si nous pouvons nous greffer sur notre partenaire, sur Fondation Moche, qui est notre ancien partenaire. En tout cas, c'est un partenaire de longue date. Si nous pouvons nous greffer nos activités dans le cadre du CLM, à celle menée par Fondation Mouche, ou si nous pouvons le faire indépendamment. Parce que déjà, je peux vous dire que le département du Nord, c'est plus de la moitié de la région de l'Ouest. Et je voudrais que ce qui est fait dans la MIFI soit aussi fait dans le département du Nord, parce que nous avons une ressource disponible, nos agents de santé communautaire qui nous rendent une grande tâche et souvent très facile. Merci. D'accord, Monsieur Koto, je vais directement passer la parole à Fidèle pour des éclaircies concernant votre question. S'il te plaît, Fidèle, you have the floor. Thank you. Ok, merci beaucoup, Sorel, de me passer la parole. Merci à M. Koto pour cette question. Nous sommes ravis de l'entendre et surtout de leur engagement dans le contre le paludisme du côté du NUN. C'est lorsqu'il a présenté ses activités, en fait, lorsqu'il a fait ce partage d'expérience-là, j'ai été vraiment émerveillé par votre engagement et surtout par toutes les belles actions que vous menez de ce côté-là. C'est important de pouvoir mettre en contribution toutes les parties prenantes et nous espérons que nous pourrons échanger avec vous d'ici peu pour encore avoir l'opportunité que vous présentez toutes les belles réalisations que vous faites de ce côté, du côté du NUN. Comme je l'ai précisé dans le cadre de ce mécanisme, du mécanisme CLM de l'initiative équité CEPALU, il y a un certain nombre de districts de santé qui avaient déjà été arrêtés. Vous savez, le nerf de la guerre dans la mise en œuvre des interventions, des projets, c'est le financement, c'est l'argent. Et que lorsqu'on reçoit un appui financier, il y a un certain nombre d'objectifs bien ciblés qui sont arrêtés et qui définissent la stratégie qu'on va mettre en œuvre. C'est pour cette raison que, pour le moment, on a, au vu des besoins identifiés et des ressources à notre disposition, on a choisi dans la région de l'Ouest uniquement le centre d'AMIFI pour mettre en œuvre cette initiative et par conséquent ce mécanisme CLM. Nous allons continuer à plaider auprès des bailleurs de fonds pour que nous espérons pouvoir un jour couvrir d'autres districts de santé. Mais pour le moment, dû à nos ressources financières limitées, nous ne pouvons mettre en œuvre ces mécanismes que dans les cadres de districts de santé précédemment cités dans la présentation. Donc,
nous serons ravis de pouvoir apporter notre contribution d'une autre manière à votre organisation du côté du NUN. Merci. Merci, fidèle, pour avoir levé cette ombre. Nous espérons que M. Koto a eu des éclaircies par rapport à cette préoccupation. Il y a également M. Raymond Polon-Kemoy dans le chat qui a posé une question pour savoir si nous n'avons pas de partenaires dans le sud-ouest Cameroun. Donc, sur ce, je vais également passer la parole directement à Fidèle pour qu'il puisse apporter un complément d'information par rapport à cette question. S'il te plaît, Fidèle, à toi la parole. Ok, merci une fois de plus, Sorel, de me passer la parole. Comme je l'ai dit précédemment, les interventions que nous mettons en œuvre en ce moment sont liées aux ressources financières dont nous disposons. Et vu qu'elles sont très limitées, ce n'est pas évident pour nous de pouvoir agir partout. Donc, c'est pour cette raison qu'à l'issue d'un certain nombre je peux dire, des études ou bien des concertations menées avec sur la base d'un certain nombre de critères, on a pu cibler les cadres de santé qui ont été cités dans le cadre de cette initiative. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'autres initiatives à mettre en œuvre du côté du sud-ouest, mais nous espérons que d'autres partenaires, au-delà de Fondation Moj, de Cadelco, d'Agera DMT, de Azoper ou bien d'Impact Santé Afrique, pourront implémenter ce mécanisme dans la région du sud-ouest. Car nous appelons tous les partenaires à pouvoir de plus en plus s'intéresser au CLM et à trouver des moyens de pouvoir l'implémenter dans les différentes zones d'intervention où elles agissent dans le cadre de leurs activités. Donc, même si c'est ISA ou Fondation Moche ne le fait pas, nous espérons que d'autres partenaires présents dans le sud-ouest pourront mettre en œuvre ces interventions-là. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Je vois encore la main de M. Babaka Tiam qui est levée. Oui, M. Babaka, Oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. mais rebonjour encore, Sorel. Je remercie mon Si c'est une cher ami. ancienne main levée. Non, c'est une nouvelle main encore. Bon, je Voilà, crois que donc c'est une je voulais, ancienne main. voilà. Non, c'est une Et je ne nouvelle. sais pas également si la main de M. Koto, c'est une ancienne main ou si c'est une nouvelle main qui a été levée. Sorel, vous m'entendez? C'est une nouvelle main. Sorel, vous m'entendez? Oui, M. Babaka, nous vous Ok, entendons. merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier d'abord mon cher ami fidèle pour la qualité de son exposé, mais surtout aussi la démarche par rapport à la mise en œuvre de cette initiative qui vraiment est en phase pilote, donc phase d'expérimentation. Je voulais simplement lui poser deux petites questions. La première, c'est d'abord le choix de ces 4 districts. Est-ce que c'est un choix qui est justifié sur la base d'une étude, une assessment que vous avez réalisé, qui ont fourni des éléments circonstanciés qui vous permettent de faire ce choix, parce que Cameroun est un grand pays. Et donc, le palu est un défi général, ou je peux même dire généralisé pour le pays. Pourquoi ce choix? Ça, c'est un. La deuxième petite question, c'est par rapport au plan de dissémination et le développement du plaidoyer. Donc, qu'est-ce qui est envisagé par rapport à ça? Et la troisième, une petite question que je vais greffer sur ça, c'est que est-ce que à part ISA, est-ce qu'il n'y a pas d'autres organisations au niveau du Cameroun qui a commencé à développer l'initiative CLM? Donc voilà les petites 3 questions que je voulais savoir, en vous remerciant davantage pour ce que vous êtes en train de faire avec SASFOMI, mais ISA pour le pays, le Cameroun, mais au-delà du Cameroun. Donc je pense que
SAES-FOMI aujourd'hui est en train de montrer toute sa force en termes d'accompagnement pour vraiment le renforcement de l'engagement communautaire au niveau des pays. Merci beaucoup pour ce soutien. Djadje. Merci, M. Babaka. Je passe directement la parole à Fidèle. Merci. Merci beaucoup, Sorel. Merci, mon cher Babaka, pour ces questions qui vont nous permettre d'enrichir encore mieux nos échanges. Les cadres de santé choisis ont été faits sur la base d'une étude et des concertations avec un certain nombre de parties prenantes lorsque cette initiative, lorsque ce projet a été à sa phase de préparation, de conception. Donc, lorsque nous concevons ce projet, nous avons échangé avec un certain nombre de partenaires et avec également les communautaires pour se rassurer au vu des ressources que nous avions, où est-ce qu'on pouvait les implémenter de manière efficace et présenter la lutte contre le paludisme sur un certain angle dans le cadre du programme national contre le paludisme au Cameroun. Je dirais que jusqu'à présent, la plupart des pays, surtout en Afrique francophone, ont développé leur plan stratégique en ciblant essentiellement la population générale, avec comme cible spécifique les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et lorsque nous échangions avec toutes ces parties prenantes, nous nous sommes rendus compte que les populations socialement vulnérables, telles que nous l'avons défini dans notre présentation, et ici nous avons pris comme exemple les réfugiés, les personnes handicapées, les personnes déplacées internes, les orphelins, les populations autochtones, pour ne citer que cela, ne sont pas toujours prises en compte, leurs besoins ne sont pas toujours pris en compte de manière optimale. Vous savez, de par leur statut, nous parlons de populations socialement vulnérables, de par leur statut, il y a un certain nombre d'interventions, même d'actions qui doivent être faites pour pouvoir se rassurer que ces populations-là bénéficient au même titre que les autres d'un accès équitable aux services, aux produits et services de lutte contre le paludisme. Je prends un exemple. Si nous prenons le cas d'un handicapé, d'une personne handicapée, il faudrait peut-être se rassurer que est-ce que la personne handicapée peut accéder, l'accessibilité physique puisse être faite de manière optimale à une formation sanitaire pour qu'elle puisse rencontrer un personnel de santé et poser son problème lié à la lutte contre le paludisme. Est-ce qu'il y a une rampe, par exemple, pour pouvoir accéder à la formation sanitaire? Est-ce que l'orphelin est pris en compte dans la distribution des MILDA? Ce sont ces questions qui nous ont interpellés et les échanges que nous avons eus avec les communautaires et les parties prenantes nous ont confortés dans le choix des districts de santé qui ont été cités dans la présentation que j'ai eu à faire. Parce que dans cette carte de santé, nous avons identifié un certain groupe cible que nous étions sûrs de rencontrer dans cette district de santé. C'est pour ça que nous avons cité la région de l'Ouest et plus précisément du santé de la MIFI, où nous avons les personnes déplacées internes qui s'abritent dans cette région à cause d'un conflit dans une région voisine. Nous avons cité les orphelins que nous retrouvons partout sur l'ensemble du territoire national, mais qui sont spécifiques, dont nous avons spécifié dans certains districts où on pouvait travailler avec eux en fonction de la cible primaire. Nous avons cité les populations autochtones qui ne sont pas forcément retrouvées partout. Et si nous avons ciblé, comme je dis, l'exemple du Cameroun, ici on appelle les Pygmées, qui nous avons pu rencontrer et nous avons voulu voir comment les interventions que nous mettons en œuvre dans le cadre du CCLM pourront les aider à mieux utiliser les services de contre le paludisme. C'est ce que nous avons un peu fait pour pouvoir cibler ces cadres de santé et mettre en œuvre par la suite le CLM qui pourra nous aider à mieux identifier leurs problèmes, à mieux suivre leur parcours dans l'accès et l'utilisation des services contre le paludisme et à mieux répondre à leurs besoins.
Cela me pousse à répondre, à aller vers la deuxième question, c'est le plan de dissémination des résultats du plaidoyer que nous comptons mettre en œuvre à l'issue des données collectées. Comme je l'ai dit, chaque mois, nous collectons les données sur un certain nombre de ménages identifiés dans le cadre de ce CLM. Et à l'issue de la collecte de données, nous les analysons et nous produisons des évidences qui nous permettent de spécifier notre plaidoyer. Et le plaidoyer ici est fait à plusieurs niveaux, du niveau communautaire jusqu'au niveau central. Donc, nous avons déjà identifié quelles sont les cibles de notre plaidoyer qui pourront être interpellées et rencontrées pour que nous puissions avoir un effet, espérons, positif sur le bien-être de ces populations ciblées par le projet. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons prévu de faire tous les 3 mois à l'issue de la production. Nous avons prévu de le faire tous les mois dès la production du premier rapport de ce CLM. Donc, dès qu'on produira le premier rapport, le CLM, nous venons de commencer la collecte des données. Dès que nous allons produire le premier rapport du CLM, des données collectées, nous allons faire un plaidoyer de manière continue pour se rassurer que les problèmes identifiés puissent trouver solution. Et maintenant, pour répondre à votre troisième question, effectivement, il y a d'autres partenaires qui mettent en œuvre le CLM au niveau national au Cameroun. Mais lorsque nous avons conçu ce mécanisme, nous nous sommes rendus compte que ces partenaires s'attardent beaucoup plus sur, sur plusieurs maladies, pas spécifiquement le paludisme. D'autres vont faire paludisme VIH, d'autres vont faire paludisme TB, d'autres vont faire, par exemple, les maladies communautaires dans son ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment un partenaire qui faisait spécifiquement un CLM paludisme, spécifiquement un CLM paludisme. Et par ailleurs, un CLM paludisme axé sur les populations socialement vulnérables. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres partenaires qui font du CLM. Et nous espérons que ces partenaires pourront, avec le temps, diversifier leurs interventions pour le rendre un peu plus spécifique en fonction des objectifs de leur mécanisme. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Merci pour tes contributions. Nous sommes arrivés au terme de cette réunion qui a été très riche. Nous vous remercions déjà tous les différents panélistes pour vos différentes présentations qui ont vraiment meublé ce webinaire et ont permis à tous les participants, j'ose le croire, de mieux comprendre le concept de suivi dirigé par les communautés et de comprendre encore mieux le mécanisme de suivi communautaire qui se cache derrière cette intervention. Donc, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre participation à cette troisième session de 2024 du CS for Me Malaria Civil Society Coffee Talk. Donc, maintenant, avant de clôturer, nous allons passer au mot de fin qui sera fait par Madame Martine Mogem du secrétariat CS for Me. S'il te plaît, Martine, tu as la parole. Merci beaucoup beaucoup à tous, merci beaucoup à tous. C'est vraiment un plaisir pour nous, ou alors ça a vraiment été un plaisir pour nous d'écouter les différentes contributions des uns et des autres. Comment est-ce que les femmes ont pu être impliquées? Comment est-ce que on a pu impliquer également les populations socialement vulnérables? Vraiment, tout cela a été très, très enrichissant. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, nous voulons vraiment vous remercier encore pour votre participation et vous annoncer que le 26 de ce mois, nous aurons un webinaire avec le Fonds mondial sur le genre et ce sera vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et normalement, nous devons également, dans les prochaines semaines, faire un appel à
à manifestation ou alors à candidature, à soumission pour les best practices sur le CLM. L'idée étant que nous voulons faire un one-pager ou alors sortir un document qui va permettre de ressortir les bonnes pratiques de CLM dans les différents pays. Donc, une fois que ce document sera prêt, nous allons partager avec tout le monde. Et si vous avez déjà implémenté cette approche, n'hésitez pas à nous soumettre votre expérience et nous allons publier. Vraiment, c'est un document qui va aller chez les bailleurs de fonds, qui va aller chez beaucoup de partenaires, chez les décideurs, pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent valoriser cette approche de CLM pour que dans les prochaines subventions, les prochaines grants, les prochains financements, que cette activité soit vraiment mise en avant et soit valorisée. Nous aurons également un webinaire le 5 novembre. Donc, nous aurons également un webinaire le 7 novembre. Donc, restez connectés. Le 7 novembre, autant pour moi. Donc, restez connectés sur le suivi évaluation. Ce sera la semaine prochaine avec une experte qui sera là. Donc, ce sera un webinaire sur le suivi, évaluation et apprentissage dans les interventions communautaires de la lutte contre le paludisme. Donc, ce sera jeudi de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est jeudi. Donc, vous restez, comme on l'a dit, scotchés, connectés. Nous vous remercions pour ceux qui ont demandé les présentations. On va les envoyer. Pour les personnes qui ont présenté cette fois-ci, merci vraiment pour votre disponibilité et on espère pouvoir compter sur vous pour les prochaines occasions et les prochains webinaires. Donc, on vient de vous envoyer le lien, Monsieur Bemadoum vous a envoyé le lien pour vous inscrire pour le prochain webinaire dans le chat. Comme on l'a dit, vous retenez ces dates le 7 novembre. Donc, la semaine prochaine, jeudi, nous aurons un webinaire et le 26 novembre encore, nous aurons un webinaire. Donc, nous espérons vous avoir nombreux. N'oubliez pas de partager le lien avec vos autres collègues, vos organisations de la société civile pour qu'elles puissent bénéficier de ces informations. Merci à Sorel qui a modéré, qui a facilité ce webinaire.